Bonjour à tous et bienvenue. Je vais donner encore une minute au dernier retardataire pour démarrer le webinaire. Eh bien, on va pouvoir commencer. Euh, Encore une fois, bienvenue à tout le monde. Merci d'être venu et merci de votre intérêt pour le webinaire d'aujourd'hui. Euh, je suis donc pour le webinaire aujourd'hui votre modérateur. Je suis Stéphane Brunner. Moi, je suis personnellement en charge de l'ensemble de la force commerciale chez Clever Connect. Et je suis donc accompagné aujourd'hui, durant notre webinaire, de notre partenaire Acton Stratégie, représenté par Chloé ici avec moi, et notre client du groupe Lacroix, Marie-Charlotte, ici présente aussi avec nous. Voilà. Donc bienvenue à tous au webinaire Révolutionner votre recrutement, découvrez l'approche multicanal. Je vais prendre une dizaine de minutes, pas plus, pour introduire un petit peu le sujet. Et poser un peu la problématique. Et puis, nous enchaînerons après derrière sur une table ronde avec donc Chloé et Marie-Charlotte ici présentes pour discuter un petit peu de leur expérience et deux perspectives aussi différentes. L'une, Marie-Charlotte en tant que responsable recrutement et Chloé en tant que consultant spécialisé dans le recrutement et entre autres donc l'approche multicanal et plein d'autres sujets donc qui sont liés à l'approche multicanal. Voilà. Donc, je vais commencer donc avec la courte introduction. Je vais commencer par vous donner quelques chiffres clés qui seront très certainement pas forcément nouveaux pour vous. Mais l'objectif est qu'on démarre tous avec la même base pour comprendre ensuite le pourquoi du comment. Après ces chiffres clés, je vais vous présenter, on va dire, l'approche de talent acquisition proactive donc, des futurs candidats. Qu'est-ce que ça veut dire qu'une approche proactive et pourquoi donc elle est nécessaire. Et enfin, je vais vous parler très rapidement des technologies aujourd'hui à disposition pour vous permettre justement d'avoir une approche proactive avec les candidats. Bien entendu, une approche proactive et sous-entend un recrutement multicanal. Et je vais vous dire aussi pourquoi. Voilà. Alors, quelques chiffres clés pour commencer. 75% des organisations ont des difficultés à pourvoir les postes ouverts. Alors, certains diront nous avons beaucoup de candidats pour certains postes, d'autres diront pour d'autres moins. La réalité, c'est que toutes les entreprises, in fine, avec des degrés différents bien entendu, ont un certain nombre de postes ouverts qu'ils ont du mal à pourvoir. Okay, c'est la raison pour laquelle ce chiffre est quand même assez important aussi. Et la question que cela pose, bien entendu, c'est que faisons-nous pour ces postes ouverts, qui restent ouverts, ils sont compliqués à pourvoir. Quelle est l'approche à utiliser et on va dire une approche plutôt standard qui est de positionner une offre sur un job board, par exemple, et d'espérer ou d'attendre que des candidats arrivent, n'est peut-être plus suffisant pour ce type de poste pour pouvoir arriver à ces objectifs. La deuxième data un peu clé que je voulais vous donner, c'est qu'aujourd'hui sur le marché, ce qu'on observe en France, bon alors le chômage est encore relativement bas à l'heure actuelle, même si il y a peu de temps on a eu des news comme quoi éventuellement il commencerait à se rehausser.
mais en termes de chiffres, on est toujours autour des 7,5% de chômage. Donc, qui dit un chômage faible dit naturellement un manque de talent sur le marché, en tout cas pour une certaine population de postes. Et donc 83% des candidats aujourd'hui sont des candidats ce qu'on dit passifs. Passifs parce que ils ne sont pas en recherche active de job, ils ont déjà un job aujourd'hui, ils n'ont pas forcément la nécessité, mais ce chiffre dit beaucoup de choses, c'est-à-dire que si 83% des candidats sont passifs, cela sous-entend que seulement 17% sont actifs, et que par les méthodes traditionnelles qui sont d'aller poster une offre d'emploi sur un job board, eh bien, ce n'est que 17%, on va dire, de la part de gâteau que vous attaquez. Il reste 83% qui n'est pas touché. D'accord? Ce qui nous amène à la problématique d'aujourd'hui, qui est comment le nouvel état d'esprit, qui est une acquisition proactive des talents, comment est-ce qu'on peut mettre en place une stratégie d'acquisition proactive de talents efficace, si possible aussi, bien entendu, peu consommatrice de ressources, puisque on a tendance un peu à entendre derrière cette approche beaucoup de ressources, beaucoup de travail, et ça peut faire peur pour certains d'ailleurs. Mais il y a des méthodes, il y a des solutions pour pouvoir y arriver et être efficace aussi bien en termes de ressources utilisées, mais aussi en termes de coûts, tout simplement. Qu'est-ce que c'est qu'une recherche proactive? Alors, déjà, il faut se poser d'abord, avant toute chose, la question, un talent passif, quels sont les points de contact que je peux avoir avec cette personne, ou en tout cas, quels sont les points de contact que ce talent passif va avoir, soit avec moi-même en tant que recruteur, soit avec mon entreprise, soit avec le business de mon entreprise, si vous êtes par exemple dans le B2C, et dans, on va dire, dans la candidate journey, dans la talent journey d'un talent passif, il va avoir plusieurs points de contact généralement avec soit vous personnellement, soit votre entreprise, soit des employés de votre entreprise, soit votre marque ou soit votre business en tant que tel. Et ce que vous voyez ici sur ce slide, c'est deux exemples de talents qui vont avoir des points de contact sur une certaine période différents tout au long d'une période. Et un des objectifs principaux quand on parle d'acquisition de talents proactifs, eh ben, c'est de s'assurer que leur expérience, on va dire, sur l'ensemble de leur parcours candidat soit optimale. Et la question, bien entendu, c'est comment est-ce qu'on peut s'en assurer, quel que soit le canal par lequel le point de contact a eu lieu. Donc le canal, pour vous donner des exemples, ça peut être tout simplement, ça peut être LinkedIn, un recruteur de chez vous qui a discuté avec un talent, ou alors ça peut être votre site carrière, ça peut être le produit de votre entreprise qui a été vendu. On a beaucoup de clients chez nous dans le retail, comme Leroy Merlin par exemple, qui bien entendu a énormément de points de contact avec ses futurs talents, ne serait-ce que dans leur magasin. Ça peut être aussi avec un employé de votre entreprise qui connaît personnellement ce talent, et donc ce talent en fait a beaucoup de feedback au sujet de votre entreprise par l'intermédiaire de l'un de vos employés, etc., etc. Voilà, je pense que vous comprenez l'idée et la logique. Mais la grande complexité de tout ça, c'est qu'en fait chacun de ces talents a un peu un parcours qui lui est propre et des besoins qui lui sont propres et des attentes qui lui sont propres. Ce qui rajoute bien entendu à la complexité. Et comment est-ce qu'on peut en fait arriver à gérer tout ça en fait côté recrutement? Avant toute chose, avant de vous donner une réponse claire, nette et précise, il y a un élément important qui est un facteur clé de succès aussi pour pouvoir faire ces choses-là. C'est ce qu'on appelle la recruiting wheel. Okay, la recruiting wheel, l'objectif d'une recruiting wheel, en fait, c'est de s'assurer qu'on a un pipe de prospects candidats potentiels qui est constamment, presque j'ai envie de dire ad vitam aeternam, maintenu, nurturé, pour utiliser les termes marketing. Donc nurturé sous-entend bien entendu qu'on est en contact régulier avec eux. Et donc, pourquoi cette recruiting wheel? C'est un concept d'ailleurs qui nous vient des États-Unis, où beaucoup d'organisations de recrutement aux États-Unis
fonctionnent presque par défaut comme cela, c'est-à-dire qu'en fait, ils n'attendent pas qu'une offre d'emploi soit ouverte pour prospecter, pour nurturer leur pipeline. Ils nurturent par défaut, ils savent à 90% quels sont les jobs sur lesquels ils ont de la demande en interne de par leur business, et donc ils s'assurent qu'ils nurturent un nombre de profils, un nombre de candidats important, de manière à ce que lorsque le poste sera effectivement ouvert, eh bien, ils puissent assez rapidement en fait activer un talent en candidat et s'assurer que ce talent passif devienne, in fine, un candidat actif. Et le premier, on va dire, le premier prérequisite pour pouvoir y arriver, c'est d'implémenter cette recruiting wheel, car c'est ça qui va vous permettre en fait de vous assurer que ces candidats passifs sont suffisamment nurturés de manière à ce que quand vous en avez besoin, vous êtes en mesure de les activer. Ça, c'est le premier point, et c'est un point important. Le deuxième point, qui est lié aux aspects techniques. Si on prend une offre d'emploi lambda, on va dire un développeur IT ou un développeur Java, et si on prend juste ne serait-ce que le marché français, il y a un nombre fini de profils sur le marché. Voilà. Donc, j'ai pas le chiffre exact spécifiquement sur le développeur Java par exemple, mais on sait pertinemment que, et tout recruteur le sait aussi généralement, que ce nombre fini pour ce type de profil sera peut-être de 5000 profils sur le marché français, par exemple. Okay, comment je m'assure, la question qui suit, c'est comment je m'assure, ces 5000 profils, ils ont tous, ou en tout cas à 90% un job actuellement. Il y en a peut-être que 10% qui sont en recherche. Comment je m'assure que ces 5000 profils, eh bien, je suis en contact avec eux, je les nurture et je peux en fait, par rapport à leurs besoins, eux, qui sont spécifiques, à ces 5000, chacun spécifique, pouvoir m'assurer que je leur envoie, on va dire, du contenu spécifique à leurs attentes, que je suis capable de mettre en valeur mon entreprise pour, avec les bénéfices spécifiques que mon entreprise peut apporter, je suis capable de les attirer. Et bien pour ça, généralement, il faut quand même une solution technologique pour vous aider, car il est très compliqué de faire ces choses-là manuellement. Et c'est la raison pour laquelle l'ATS ne suffit pas pour pouvoir faire ces choses-là. L'ATS, c'est une solution technique qui ne démarre que lorsqu'une candidature s'est produite, mais ne vous permet pas de gérer l'avant, ou en tout cas l'amont. Et ce qui vous permet de gérer l'amont, c'est ce qu'on appelle le CRM, ou plus communément aussi appelé le Candidate Relationship Management, qui est aussi, on va dire, le corps d'une brique plus large qui est appelée aussi les Talent Acquisition Platform. Je ne sais pas si vous en avez déjà entendu parler de ce nom-là. Et donc, je vais vous en parler une minute un petit peu sur qu'est-ce que c'est qu'une Talent Acquisition Platform. Ça ressemble à ça, c'est-à-dire que le CRM, c'est votre brique principale qui est au centre, qui vous permet, on va dire, de consolider l'ensemble des datas que vous allez acquérir lorsque vous faites de la recherche proactive de talent. Ces données, généralement, vous allez les récupérer soit de LinkedIn, soit d'événements carrière, par exemple, ou campus école, si c'est quelque chose que vous faites, etc., etc. Vous avez tous différentes sources, ou alors ça peut être même des job boards. Hein. Vous avez beaucoup de candidatures, des fois non, sur lesquelles vous n'avez aucune réponse. Vous avez énormément, on va dire, de canaux possibles à l'entrée pour obtenir ces datas. Par contre, très généralement, ce que peu de gens ont, on va dire, c'est un CRM qui vous permet en fait de consolider en une seule place toutes ces données, puisque l'ATS ne consolide que les candidats qui ont candidaté, mais pas le reste. Et donc, c'est cette base de données en fait qui va vous permettre derrière, d'un point de vue recrutement, de vous assurer que d'une part, je suis en mesure d'envoyer du contenu spécifique à l'ensemble des profils que j'ai identifiés sur le marché pour un poste donné. C'est ce qui va vous permettre de nurturer l'ensemble de vos profils. C'est ce qui va vous permettre de communiquer via des canaux différents. Donc ces canaux-là, ça peut être le site carrière, ça peut être tout simplement par email, bien entendu, ça peut être du WhatsApp, ça peut être du LinkedIn Message et potentiellement d'autres. En fonction des canaux que vous utilisez, on utilise aussi, par exemple, il y a aussi beaucoup de QR codes qui sont utilisés pour les événements,
pour pouvoir acquérir, plutôt que de la donnée ou un CV papier, pouvoir automatiquement, on va dire, mettre les datas dans le CRM. Voilà. Je vous passe les détails. Mais donc, les solutions technologiques, à partir d'un certain volume de recrutement, sont nécessaires ici pour pouvoir avoir cette approche. Et là, c'était juste l'objectif de donner une petite vue d'ensemble, on va dire, sur qu'est-ce qu'une Talent Acquisition Platform et qu'est-ce qu'un CRM et qu'est-ce que ça vous permet de faire. Voilà. Donc ça, c'est donc 2 éléments ici dans un premier temps dans l'introduction à retenir, enfin 3 plutôt. C'est il y a un fait sur le marché qui est ce qu'il est, mais qui nous pousse d'un point de vue recrutement à adopter une nouvelle approche. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que l'approche proactive d'acquisition de talent devient donc nécessaire. C'est la conclusion que l'on en tire et que beaucoup d'entre vous l'ont déjà tirée. Et le troisième élément, c'est l'aspect technologique qui va vous permettre, on va dire, de réduire cette complexité pour pouvoir nurturer et activer ces talents passifs en candidats actifs. Et maintenant, je vais donc passer au quatrième élément, après cette courte introduction, qui est donc une table ronde avec Marie-Charlotte ici présente et Chloé, où on va parler un petit peu du parcours candidat et on va s'intéresser aussi un petit peu comment Marie-Charlotte, au sein de son organisation, au sein du groupe Lacroix, a pu la repenser. Aussi bien au niveau site carrière, entre autres, que d'autres éléments. Et Chloé va aussi rebondir donc avec la perspective sur les missions de consulting qu'elle propose à nombreux d'entre vous aujourd'hui pour vous aider justement à mettre en place ce type de stratégie multicanale sur de l'acquisition proactive de talents en place. Voilà. Eh bien, bonjour Marie-Charlotte, bonjour Chloé. Merci d'être avec nous. N'hésitez pas d'ailleurs, si vous avez des questions à tout moment, vous avez la possibilité d'en poser dans le chat. Et je vois qu'il y en a déjà quelques-unes, en tout cas une de Samir. Bien entendu, Samir, vous aurez la possibilité d'avoir la présentation après. Alors, eh bien, je vous propose de démarrer donc la table ronde. Donc, je démarre avec ma première question. Donc, Marie-Charlotte, est-ce que peut-être vous pouvez nous parler un petit peu des principaux défis que vous rencontrez actuellement dans le recrutement de talents chez le groupe Lacroix? Oui, bonjour à tous. Donner très rapidement un petit peu de contexte, Lacroix, on est une ETI, on est à peu près 5000 personnes, on est répartis dans 13 pays et on travaille sur des sujets à la fois technologiques et industriels, notamment la fabrication d'équipements électroniques et la fabrication et le fait de fournir des solutions à nos clients sur les réseaux d'eau, d'énergie et d'éclairage public. Donc vraiment des sujets assez techno et industriels. Aujourd'hui, les sujets qu'on rencontre vraiment sur le recrutement, je pense qu'ils vont pas être étrangers à tous ceux qui sont présents aujourd'hui. Premièrement, ça va être une pénurie de compétences sur des métiers techniques, dans un contexte où les filières scientifiques, les filières technologiques et les formations qui vont avec sont largement délaissées par les étudiants et ça va pas en s'arrangeant. Donc tu parlais tout à l'heure du gâteau. Le gâteau que tout le monde doit se partager rapetisse d'année en année et ça va pas s'arranger. Donc ça, c'est une première difficulté qu'on a aujourd'hui et qui est pas prête d'être résolue. Une partie des difficultés qu'on rencontre aussi chez Lacroix, c'est que on a des sites de production, on a des solutions technologiques qu'on va installer chez nos clients, qu'on va maintenir, on va former les clients. Donc c'est des profils, notamment pas mal de techniciens ou d'opérateurs très qualifiés. Ce sont des profils qui sont difficilement atteignables par des canaux classiques, qu'il s'agisse de poster une offre et d'espérer recevoir des candidatures, ou qu'il s'agisse d'aller approcher de manière assez classique des candidats sur LinkedIn ou dans les écoles, etc. Ça, c'est pas évident, donc c'est une difficulté aussi à échanger avec ces profils-là, à les toucher, même avoir un premier contact avec eux. Dans mon contexte spécifique, j'ai une difficulté aussi que j'ai, c'est que j'ai un budget qui est assez limité. L'industrie, c'est pas le secteur dans lequel il y a les marges les plus importantes. On peut parler aussi parfois du retail ou du service où il y a peut-être plus de moyens. Vraiment, les entreprises industrielles doivent jongler avec des priorités assez différentes. Moi, j'ai des moyens limités, donc vraiment, quand je choisis un outil de recrutement, il faut que je le choisisse bien parce que je peux pas prendre tout ce qui est disponible sur le marché. Donc, je dois vraiment cibler les outils en fonction de mes besoins.
Après, on a un défaut de notoriété, on fait du B2B, on n'est pas une entreprise énorme, donc les candidats ne nous connaissent pas. En général, quand on contacte un candidat, il n'a jamais entendu parler de nous. Donc une des difficultés aussi, c'est de développer cette notoriété et cette attractivité auprès de nos candidats cibles, nos futurs candidats cibles. Un dernier point qui est une difficulté qu'on rencontre plutôt à la fin d'un process quand on a réussi à toucher des candidats, c'est un décalage qu'on note aussi de plus en plus dans les attentes entre les jeunes générations et les managers qu'on a aujourd'hui dans un monde du travail qui est assez éloigné, ou en tout cas pas sur tous les points, des représentations assez idéalisées ou assez radicales qu'on peut voir dans la tête des étudiants aujourd'hui. Voilà les différents sujets sur lesquels on travaille aujourd'hui. Merci Marie-Charlotte. D'ailleurs, ça fait énormément écho à beaucoup de discussions que j'ai moi-même pu avoir aussi avec de nombreux recruteurs. N'hésitez pas d'ailleurs dans la salle à nous partager aussi vos retours si ce que Marie-Charlotte dit, ça fait écho aussi chez vous. C'est toujours intéressant aussi en termes de feedback, ou même si vous avez, vous, une situation légèrement différente, on est preneur parce que ça nous enrichit aussi, nous de notre côté. Mais donc là, maintenant, je vais poser la question à Chloé, parce que Chloé est en contact avec beaucoup d'équipes recrutement aussi. Est-ce que Chloé, ça fait écho aussi de ton côté? Est-ce que c'est des choses que toi, tu as pu observer lors de tes missions de consulting? Ah, on t'entend pas, Chloé. Est-ce que vous m'entendez? Oui, super, maintenant c'est bon. Oui, merci. Oui, donc juste pour mettre un petit peu dans le contexte, donc moi je suis Chloé Taillandier, je travaille chez Acton, qui est un acteur phare SIRH, mais qui fait aussi de la transformation digitale, transformation des métiers RH, transformation culturelle. Moi, je travaille sur le sujet de la marque employeur en tant que consultante. Et aujourd'hui, c'est effectivement des sujets qu'on rencontre, ce qu'évoque Marie-Charlotte. Hein. Aujourd'hui, j'ai beaucoup entendu on entend beaucoup parler de la guerre des talents. Alors, certaines entreprises souhaitent la gagner. Aujourd'hui, il y a surtout un sujet pour rester dans la course. Notamment sur des métiers très spécifiques et qui sont des métiers pénuriques. On observe aussi un très grand besoin de la part de nos clients sur la volonté de se différencier sur un marché du travail qui est très tendu et en pleine mutation, et avec des populations, je l'ai entendu aussi de la part de Marie-Charlotte, des populations qui sont de plus en plus difficiles à atteindre. Et qu'il est difficile d'atteindre avec les moyens qu'on a aujourd'hui. Et puis, il y a un troisième point qui me semble assez important, qui est sur le besoin, surtout la nécessité de se positionner. De se positionner, dans une cacophonie informative. C'est-à-dire que de plus en plus d'entreprises communiquent de manière corporate, communiquent à propos de leur marque employeur, mais il y a aussi un besoin de se positionner face aux grands enjeux sociétaux et environnementaux. C'est-à-dire que de plus en plus, la nouvelle génération attend des entreprises qu'elles s'engagent sur des sujets de RSE, sur des sujets pour être un employeur responsable. Et aujourd'hui, les entreprises sont attendues d'abord sur des actions concrètes, mais surtout sur le fait de pouvoir les communiquer à ces populations-là. Et c'est là que la marque employeur rentre en jeu et que l'ensemble des canaux comme le site carrière peut être un étendard formidable pour justement communiquer à propos de ces sujets-là. Donc voilà, donc c'est effectivement moi des sujets que je traite avec mes clients au quotidien. Merci beaucoup, Chloé. D'ailleurs, tu as mentionné un truc là, très intéressant. Je pense que ça, c'est un sujet d'ailleurs pour beaucoup de monde. Si on parle d'ailleurs un peu plus spécifiquement du site carrière, aujourd'hui, on va pas se le cacher, c'est devenu un must-have. Je pense que 95% des personnes ici ont un site carrière, alors qui vaut ce qui vaut. Pour certains, très bien, pour d'autres, peut-être moins bien. Mais justement, tout le monde n'a pas fait la même expérience avec un site carrière. Tout le monde n'a pas forcément été capable, par l'intermédiaire de ce canal, d'acquérir des talents, ou en tout cas d'avoir une certaine traction suffisamment significative. Donc, selon toi, on va dire, comment une entreprise peut utiliser ce canal qu'est le site carrière réellement comme levier dans sa stratégie de recrutement?
Oui, alors le site carrière, pour moi, c'est vraiment un objet qui est souvent sous-estimé dans une entreprise. C'est-à-dire qu'en fait, on a un site carrière, mais on va pas forcément le construire et le co-construire avec le recrutement, avec les métiers, avec la communication. Et aujourd'hui, pour moi, il y a trois grands prérequis à un site carrière impactant et à un site carrière efficace. D'abord, c'est de sortir de la logique annuaire d'offres d'emploi. C'est-à-dire que très souvent, quand j'arrive chez les clients, je me rends compte que le site carrière, ce ne sont que des offres d'emploi. C'est-à-dire que on ne retrouve pas d'autres contenus que les offres d'emploi. Et ça peut poser souci pour plusieurs raisons parce que tout simplement le contenu que vous allez pouvoir mettre sur votre site carrière au-delà des offres, c'est ce qui va vous permettre de vous qualifier en tant qu'entreprise, de donner des éléments en fait sur votre culture, qui vous êtes. C'est ce qui va permettre aussi aux candidats de finalement eh bien vouloir vous rejoindre. Ça va améliorer la qualité de la candidature parce que plus on met de contenu plus, et ben, par exemple, on peut mettre les conseils pour nous rejoindre, du contenu de coaching, du contenu sur, ce qu'on va attendre des candidats, des compétences clés et cetera, au-delà des offres, hein. Et puis il y a un troisième sujet qui pour moi est essentiel, et qui est, aussi sous-estimé, c'est le sujet du référencement, du SEO. Plus on a de contenu sur un site, plus on va être, finalement positionné sur des mots-clés face, à des Google, par exemple. Et par exemple, le fait de pouvoir mettre conseils pour nous rejoindre, de mettre du contenu sur la formation, de mettre du contenu sur les types de profils, et bien plus, quand par exemple j'ai un ingénieur qui va sortir d'études et qui va mettre ingénieur audit ou ingénieur data sortie d'école, plus votre entreprise va remonter. Parce que c'est pas forcément des mots que vous allez utiliser dans vos offres d'emploi, mais qu'on peut utiliser dans du contenu justement pour faire une caisse de résonance sur Google. Donc pour moi, c'est aujourd'hui les trois choses importantes sur le site carrière. Ce qui me semble aussi important, c'est de s'aligner aux pratiques du marché, notamment sur les métiers pénuriques, d'éviter les jargons internes, parce que parfois ça rend difficile la digestion en fait d'une offre d'emploi. Aujourd'hui, une offre d'emploi en France, les candidats ils passent 1 minute, voire 45 secondes. C'est pas beaucoup en fait pour postuler, et on observe un vrai taux de rebond. Parce que des offres d'emploi sont trop complexes, trop longues ou trop jargonneuses. Donc il y a vraiment un enjeu de simplifier les offres d'emploi. Et puis évidemment de s'inspirer du e-commerce, faire donner l'opportunité à la nouvelle génération de faire des wishlists par exemple, donner l'opportunité aux ambassadeurs de donner leur avis sur les posts, ou réfléchir en funnel de candidature, et évidemment s'intéresser à tous les indicateurs, les taux de rebond, les taux de conversion, le temps passé sur les pages de contenu pour justement dresser une roadmap d'amélioration continue sur votre site carrière, qui vous permettra d'être de plus en plus efficace sur la durée. Merci beaucoup Chloé et c'est vachement intéressant ce que tu dis. Je pense que ça fait sens pour beaucoup de monde et probablement aussi écho. Maintenant, je pense qu'on a tous conscience aussi de nos limites en termes de compétences et heureusement que tu es là pour nous éclairer à ces sujets-là et donc aider nos clients. Mais donc, je me pose une question aussi quand même qui, je veux dire, au-delà de prendre la décision et de se dire, voilà, nous allons repenser notre site carrière et donc éventuellement implémenter toutes ces choses que tu mentionnes, Chloé. J'imagine aussi qu'une difficulté quand même pour beaucoup d'entre nous, côté recrutement, en tout cas au sein de nos entreprises, c'est mais en fait à partir de quel moment on se dit là maintenant c'est le moment de repenser notre site carrière, il y a des manquements, il faut lancer un projet. Et donc je vais me tourner vers Marie-Charlotte puisque Marie-Charlotte tu en as fait l'expérience en interne et je pense que ton expérience est très intéressante. Donc, la question ici pour toi, c'est bien, qu'est-ce qui vous a donné envie, en tout cas chez le groupe La Croix, eh bien, à repenser votre site carrière? Quel a été le trigger? Et puis, bien entendu, par la suite, si tu peux nous donner quelques éléments qui ont été pour vous, on va dire, les éléments déterminants dans vos choix. Et si tu peux le partager, bien entendu, quelques retours sur les résultats que vous avez atteints après avoir fait ce changement. Voilà. Ouais.
Ouais, bien sûr. Moi, je suis arrivée chez Lacroix il y a 3 ans et demi à peu près, dans une phase où la fonction recrutement n'existait pas, dans un groupe et il fallait, tout créer. Évidemment, le site carrière, ça a fait partie des premières étapes, mettre en place un ATS aussi également. Il y avait un outil de suivi des candidatures, mais qui n'était pas à proprement parler un ATS. Donc il a fallu réfléchir un peu à tout ça ensemble. Heu, le site carrière qu'on avait à l'époque, c'était un petit peu, ce que beaucoup d'entreprises ont maintenant. On n'est pas juste sur une page avec les offres, on est sur une page où on essaie de donner un petit peu de contenu qui est très corporate. Le discours est très, c'est du discours de la communication corporate, avec un effort quand même qui était fait pour partager des portraits de collaborateurs sur certains métiers. Donc il n'y avait pas rien non plus, il y avait déjà, quand même une petite volonté. Mais c'était une page hyper statique qui était quasiment jamais, mise à jour, qui était intégrée au site, corporate du groupe, et qui était liée à un système de candidature qui était vraiment pas, ni instinctif, ni agréable, ni rapide, pour le candidat. Donc tout ça mis bout à bout, y compris, le fait que l'environnement graphique était assez vieillissant, il y avait vraiment besoin de mettre en place une nouvelle solution, d'autant que, avec ce site, on n'avait pas la possibilité d'avoir un suivi, fiable, du sourcing. On ne pouvait pas, savoir très facilement, combien de personnes dans notre, système de suivi candidature venaient du site carrière, combien venaient, d'autres endroits où on diffusait nos offres. Donc nous, notre objectif, ça a été premièrement, de faciliter l'expérience candidat. L'objectif, c'est vraiment d'avoir une candidature en un clic, qui soit hyper facile, pour la personne qui va être intéressée par un poste. Dans l'expérience candidat aussi, ce qu'on voulait améliorer, c'était le contenu mis à disposition. C'est-à-dire qu'on est un groupe avec plusieurs activités, plusieurs BU. Sur nos sites corporate, il y a énormément d'informations, mais qui peuvent être très business. Et l'idée, c'était d'avoir vraiment un site dédié, sur la personne du candidat. Qu'est-ce qu'un candidat va venir chercher comme info? Qu'est-ce qu'on peut lui donner comme, éléments? Et des éléments de preuve. Vraiment, notre objectif en créant ce site, c'était de montrer qu'est-ce qu'on est, la croix pour de vrai. Commencer à l'intérieur du groupe, qu'est-ce que c'est que de faire ce métier, qui le fait, donc vraiment, laisser transparaître au candidat ce qu'il allait pouvoir trouver, en venant travailler chez nous et avoir, vraiment des landing pages parce que finalement, les candidats arrivent là, en nous cherchant sur des moteurs de recherche, parfois sur des offres qu'ils vont consulter sur d'autres sites et arriver à un endroit où ils seraient vraiment chez nous et ils trouveraient toutes les infos dont ils ont besoin. On avait évidemment besoin d'une solution multilingue, donc pouvoir avoir le même site, dans plusieurs langues différentes et d'une solution qui permette de tracer un maximum de chiffres, pour suivre notre performance, tout en étant capable de mettre à jour régulièrement les contenus et évidemment, qu'ils soient 100 intégrables à notre ATS, donc avec aucune friction entre la candidature, du candidat et les infos qu'on récupère dans l'ATS, entre les chiffres, qui sont, heu, sur le site, le nombre de clics, qu'on fait pour postuler et le nombre de sources, enfin de CV sources qu'on reçoit dans l'ATS. Et du coup, on voulait absolument travailler avec, un fournisseur de site internet qui soit spécialisé sur la dimension recrutement, et pas juste, une agence de communication qui fait plein de sites, mais qui fait plutôt des sites corporate, des sites business et qui connaît pas forcément la spécificité d'un parcours candidat, et de ce que les chercheurs d'emploi ou même pas les chercheurs d'emploi, les curieux, veulent trouver et ont besoin de trouver pour créer, de l'engagement avec la marque employeur. Donc on a changé notre site il y a un peu plus d'1 an maintenant. Ça a été un long parcours pour identifier des partenaires, pour construire aussi nos contenus avec une équipe qui est assez réduite, hein. JTR, on n'a pas, des moyens de dingue, donc on a fait avec les moyens du bord et finalement, on a des super retours candidats sur notre site. Ne serait-ce que juste dans l'échange, souvent dans les entretiens, ils sont assez contents d'avoir pu trouver plein d'infos avant de nous rencontrer. On a, quasiment multiplié par 2 le nombre de candidatures reçues par poste, et la part, on va dire, des candidatures qui sont passées par notre site carrière avant d'arriver dans l'ATS augmente, d'année en année. Donc on voit bien que, c'est un site qui joue son rôle, pas seulement dans le fait de donner des informations aux candidats, mais dans le fait de transformer, un intérêt potentiel en acte de candidature. Donc c'est vraiment un élément indispensable de notre stratégie de recrutement. Bah, merci beaucoup Marie-Charlotte. Et donc en fait, tu as presque répondu en partie en fait à la question suivante que j'avais prévu de te poser, mais peut-être plus précisément. Tu as mis bien entendu sur ton site énormément de contenu à disposition et entre autres du contenu métier ou sur votre processus de recrutement. Est-ce que alors les données, tu les as
les résultats, tu les as mentionnés, mais si on s'attache peut-être un peu plus au feedback candidat en tant que tel, enfin les feedbacks que les candidats ont pu te donner, comment était ce feedback? Est-ce que le fait d'avoir trop de contenu était un problème? Au contraire, est-ce que c'était un plus? Enfin, comment est-ce qu'ils arrivaient à s'y retrouver? Est-ce que tu as un petit peu d'insight un peu là-dessus? Alors clairement, avant d'avoir ce site, on avait trop de contenu sur notre site corporate et c'était là où finalement les candidats atterrissaient. Et les retours qu'on avait, c'était que, «C'est super bien, il y a plein d'infos, mais finalement je comprends rien à ce que vous faites». C'était vraiment ça le retour parce que c'est vrai qu'on a une activité qui est très variée, des marchés qui sont différents les uns des autres, des technologies, multiples et très B2B. Donc quand on connaît pas notre métier, quand on connaît pas le milieu et qu'on arrive là sur ce site corporate, on comprend pas facilement ce qu'on fait. Donc l'idée, du site carrière, c'était vraiment de rendre ça accessible et maintenant je le vois en entretien en fait. Les candidats appréhendent beaucoup mieux, ce qu'on fait parce que le site avait vocation à donner des exemples très concrets, de bah, on sert à quoi? Qu'est-ce qu'on fait au quotidien? Et c'était vraiment ça qu'on voulait leur donner. Donc oui, je pense que ça fait la différence, pour eux, en termes de compréhension de où potentiellement ils vont mettre les pieds, quoi. D'accord, mais donc il y a pour moi deux choses. Si je devais reformuler un petit peu en résumé, il y a deux choses qui ressortent quand même dans ce que tu dis. Il y a une notion d'une part d'authenticité, où tu parlais justement de mettre à disposition, de donner, on va dire, de l'info de comment ça se passe au sein du groupe Lacroix pour les candidats qui viennent sur site carrière. Donc, je parlerais plutôt donc d'authenticité à ce niveau-là. Mais tu mentionnes aussi un autre élément super important où je pense que beaucoup d'autres personnes pourraient s'y retrouver aussi dans ces propos-là. C'est la simplicité, en tout cas la capacité de manière simple à aller chercher l'info juste, en tout cas l'info qui intéresse le candidat. Et c'est pas forcément évident pour beaucoup d'entre nous de gérer, on va dire, la complexité de contenu par rapport aussi à la diversité de la population que notre site carrière peut adresser. Et donc je vais me tourner maintenant vers Chloé. Chloé, est-ce que tu peux peut-être nous aiguiller un petit peu sur comment une entreprise aujourd'hui peut-elle communiquer auprès de profils ou de populations qui sont d'une part parfois très différentes. Par exemple, on va coupler une communication corporate globale avec des spécificités locales lorsqu'on parle dans un pays précisément, par exemple, si certains ont cette problématique-là, ou encore comment fait-on pour adresser des profils de niche dans le cadre d'une communication corporate? Bon, ce sont des exemples, mais as-tu un petit peu d'insight là-dessus, Chloé, qui pourrait justement nous aiguiller? Oui, tout à fait. Aujourd'hui, nous, chez Acton Stratégie, quand on travaille sur des sujets de marque employeur et des sujets de recrutement qui touchent au site carrière ou à d'autres, objets ou process, nous, on applique toujours, le même système. C'est-à-dire qu'on a un système en 3 temps, donc le fixe, le flex et le free. C'est-à-dire qu'on a une base, donc qui est le fixe, qui est, la marque employeur. C'est ce qu'il y a d'immuable. C'est-à-dire, c'est des grandes guidelines sur, le ton, la façon dont on parle de l'entreprise, qui est souvent d'ailleurs accordée, à la façon dont on parle de l'entreprise en corporate, mais évidemment, comme l'évoquait Marie-Charlotte, ciblée, candidat, ce qui est quand même assez différent. Et puis, derrière, on va avoir, le flex. C'est ce qui va être optionnel, c'est le global qui va proposer sur le marché, et auprès des différentes, branches ou des différents métiers, et qu'elles peuvent déployer ou non. Et puis le free, c'est ce qui va être laissé à la main, soit de la région, soit du métier, soit, finalement, des spécialités, en fonction de l'organisation de l'entreprise et c'est ce qu'elle peut mettre en place grâce, à tous les outils qu'on va proposer, sur la marque employeur. Donc en fait, aujourd'hui, l'idée, c'est aussi de finalement avoir un cadre qui permet de faire du top-down parce qu'il faut quand même créer une cohésion, créer, un sentiment d'appartenance, créer, voilà un positionnement commun et puis derrière, l'idée, c'est qu'il faut quand même faire, du bottom-up, c'est-à-dire faire, justement, faire rayonner la preuve, faire remonter les preuves et justement laisser suffisamment d'autonomie, aux différentes localités, tout en leur permettant
elle, de remonter des choses qui s'inscrivent dans la réalité de terrain des collaborateurs. Et c'est comme ça, en fait, qu'on va créer des marques employeurs qui sont puissantes et qui ne nécessitent pas comment dire, de déploiement pharaonique. C'est-à-dire qu'il faut vraiment considérer que quand on a un équilibre entre justement le fixe, le flex et le free, en fait, tout ne va pas être à la charge du corporate. Et c'est tout l'enjeu aujourd'hui, c'est de se dire qu'aujourd'hui, les enjeux de recrutement sont essentiels. Néanmoins, les budgets sont serrés. Comment on arrive à développer des choses qui sont du quick win? Comment on arrive à outiller nos localités, en tout cas nos équipes en local, pour justement faire en sorte que des choses se fassent naturellement sans avoir besoin en fait de déployer ou de faire appel à des grandes agences pour faire rayonner la marque employeur. Et ça, pour le coup, c'est vraiment un enjeu aujourd'hui de notre cabinet, hein. C'est de se dire comment on arrive à prendre le sujet de la marque employeur et en faire un sujet de transformation. Comment on applique des méthodologies et des process qui sont des méthodologies de la conduite du changement. Comment on crée une gouvernance autour de la marque employeur? Comment on active des référents en local? Comment on outille avec des templates, une charte, des use cases de communication, des templates de newsletter? Comment on arrive à outiller justement tout le monde pour que ce soit simple, rapide, efficace et qu'en même temps, il y ait une cohésion dans toutes les prises de parole et dans tous les messages. D'accord, donc merci Chloé. J'aimerais si possible là maintenant qu'on prenne peut-être un petit peu plus de recul et qu'on se rééloigne un petit peu du site carrière pour se rapprocher un petit peu plus de cette vision multicanale. Et donc j'ai deux dernières questions pour finir cette table ronde. La première pour Marie-Charlotte. Si on revient un petit peu sur justement les profils très spécifiques, comment tu les adresses chez le groupe Lacroix? Quelles sont les choses que tu as mis en place justement pour aller chercher ces profils spécifiques? Ouais, c'est un gros sujet. On a plusieurs axes en fait sur lesquels on travaille. D'abord, alors sur des profils techniques qualifiés, plutôt poste cadre ou middle, on travaille beaucoup avec LinkedIn quand même. À la fois sur des stratégies d'approche directe pour certains profils sur lesquels on sait qu'on ne recevra pas beaucoup de candidatures, à la fois via une page entreprise sur LinkedIn qui est assez active et via pas mal de publications ciblées sur des sujets de marque employeur, des sujets de métier, des sujets techno qui vont intéresser notre écosystème parce que finalement les candidats qui ont les qualifications qu'on cherche, ils sont dans cet écosystème. Donc ça, c'est plutôt une dimension un peu marketing où on va aller publier du contenu pour générer de l'intérêt sur nos sujets et se faire identifier par ces personnes-là. Ensuite, on va utiliser aussi l'outil de CRM de notre ATS. Tu en parlais tout à l'heure sur la partie CRM. On débute vraiment là-dedans, mais pour moi, c'est un outil qui est sous-exploité aujourd'hui si je regarde ce qu'on fait chez Lacroix, mais qui va vraiment mériter d'être exploité beaucoup mieux. C'est-à-dire que on a, comme tu le disais tout à l'heure, plein de contacts avec des tas de gens qui ont été candidats un jour, qui sont venus nous rencontrer sur un salon, qui suivent notre page LinkedIn. Enfin voilà. L'idée, c'est comment capitaliser sur ces profils-là pour leur adresser très précisément les offres d'emploi qui vont les concerner au moment où on a besoin d'eux. Et c'est donc construire des communautés, créer un lien avec eux, leur envoyer des nouvelles régulièrement pour que le jour où on veut transformer ce lien en acte de candidature, la moitié du chemin soit déjà faite. Donc ça va être vraiment important. Le campus management, c'est important pour nous aussi parce que ça nous permet d'avoir des contacts avec des profils et des formations ultra techniques et précises, alors que les personnes sont même pas sur le marché du travail. C'est-à-dire que soit à leur sortie d'études, on pourra les recruter en stage ou en alternance pendant leurs études, mais aussi ça veut dire que dans 10 ans, quand on les rappellera, ils seront capables de nous dire, et je le sais parce que je l'entends régulièrement, ouais, je me souviens, je vous ai croisé sur un forum quand j'étais étudiant, ou j'avais postulé un stage chez vous, ou ils nous connaissent déjà aussi, donc pareil, il y a un bout du chemin qui est déjà fait, et c'est vraiment à ça qu'on travaille quand on fait des relations campus, quand on va envoyer des techniciens, des opérateurs, des ingénieurs témoigner auprès des étudiants, quand on fait des projets avec eux. On a une dimension aussi
de communication locale. Pour certains profils, ça va être des bannières le long de nos sites, ça va être des pubs à la radio, des pubs dans les journaux, des participations à des événements vraiment très locaux avec un ancrage, des choses qui sont organisées par les mairies, par les départements. On a aussi un programme de cooptation qui est mis en place dans le groupe pour générer un ambassadorat. Alors on l'appelle pas ambassadorat parce que c'est pas encore ça notre programme, mais c'est vraiment de libérer aussi les collaborateurs sur le fait que c'est pas parce que vous nous envoyez un CV que vous devez vous porter garant de la personne. Juste partagez l'info qu'il y a du boulot chez nous, transmettez-nous un profil. Après, c'est notre boulot d'évaluer s'il est bien ou pas. Donc, on remercie, on encourage juste le partage d'un profil. Ça n'a pas besoin d'aller jusqu'à l'embauche forcément. On ne veut pas mettre de pression là-dessus pour justement multiplier en fait les possibilités de recevoir des candidatures. Et puis, en fait, je pense qu'il ne faut pas négliger non plus le canal des offres d'emploi parce que même si on sait qu'il y a de nombreux candidats potentiels qui ne sont pas en recherche active, néanmoins, une offre d'emploi qui va être bien faite, qui va bien cibler les profils, qui va être diffusée correctement, peut vous épargner beaucoup de travail de recherche et d'approche directe en étant au bon endroit, au bon moment pour la bonne personne et en ayant le bon wording et les bonnes informations pour les attirer. Ça reste quand même la source numéro 1 de nos recrutements. Hein, donc, il faut vraiment pas négliger cet aspect-là. Après, il y a une autre dimension qui est le programmatique, mais je pense que Chloé va en parler juste après, que nous, on n'a pas encore exploré, mais à mon avis, c'est aussi un bon moyen d'explorer, de rentrer en contact avec des profils qu'on ne croiserait pas autrement. Super, merci beaucoup, Marie-Charlotte. Super intéressant et très complet aussi. D'ailleurs, à tous nos participants aujourd'hui, n'hésitez pas, si vous avez d'autres choses là que Marie-Charlotte n'aurait pas mentionnées, que vous faites, n'hésitez pas à le partager, c'est bénéfique à tous. Ça nous intéresserait. Et la toute dernière question pour clôturer donc ce webinaire que je vais adresser dans un premier temps à Chloé et puis pour finir à Marie-Charlotte. Chloé, donc, pour finir, quelles seront, selon toi, les prochaines manières d'aller chercher des talents et des candidats dans les prochains mois, années à venir? On t'entend pas, Chloé. Oui, je disais que pour moi, je pense que ce qu'il y a d'important aujourd'hui, c'est de rappeler ce qu'est la marque employeur. C'est-à-dire qu'en fait, on a trop tendance à croire que la marque employeur, c'est fait pour faire des campagnes de recrutement. En fait, la réalité, c'est qu'aujourd'hui, la marque employeur, c'est avant tout une marque pour engager les collaborateurs. Et en fait, à partir du moment où on a une marque qui engage les collaborateurs parce qu'on a des preuves RH qui sont solides, et c'est vraiment le future of work, hein, c'est quoi la flexibilité des temps de travail, comment on forme bien nos collaborateurs, quelles sont les pratiques de mobilité qu'on leur propose, quelles sont les pratiques managériales. En fait, tout ce qui touche à la RH et au marketing RH, parce qu'en fait, parfois on fait, mais on ne dit pas. Et ça, c'est le grand problème aujourd'hui des organisations, hein, c'est qu'il y a plein de choses qui sont faites, mais il y a très peu de moyens de les communiquer, ou alors il y a trop de moyens de les communiquer, et parfois on a des cacophonies de preuves qui font que les collaborateurs oublient en fait tous les avantages auxquels ils ont accès. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est vraiment ça qu'il faut se rappeler parce que demain, la guerre des talents, elle se fera sur l'authenticité, tu l'as dit Stéphane, sur la preuve, tu l'as beaucoup dit Marie-Charlotte, et justement sur comment ça permet derrière de développer la mobilité interne, de développer la cooptation et la culture de la cooptation, parce qu'aujourd'hui, il y a un vrai enjeu autour de la culture de la cooptation. Et de développer finalement la fierté d'appartenance, l'engagement, et c'est ça aujourd'hui et demain qui vont attirer des talents dans nos entreprises. Et évidemment, derrière, on va avoir la programmatique, on va avoir plein d'autres moyens de le réaliser de manière outil, de manière digitale, mais il faut d'abord avoir des socles de preuves et de communication au sein des entreprises qui sont des socles solides. Super, merci Chloé pour tes insights et donc la même question pour toi Marie-Charlotte pour clôturer notre table ronde et le webinaire.
Ouais, merci. 100% aligné, Jacques, avec ce que tu dis. Moi, je dis souvent à mes chefs, quand je présente des sujets au COMEX, je leur dis pas la marque employeur, elle ne se décrète pas, c'est tout ce qu'on est déjà. Donc, si déjà à la base on n'est pas bon, ça sert à rien de communiquer sur des choses qui sont pas au niveau. C'est vraiment tout ce que l'entreprise est, c'est la marque employeur. Après, on choisit évidemment ce qu'on veut mettre en valeur, mais ça part quand même de là. Dans les technos intéressantes, pour moi, vraiment, je parlais tout à l'heure rapidement du programmatique, c'est le fait d'aller diffuser des campagnes vraiment d'offres ultra ciblées sur des supports qui ne sont pas des supports de recherche d'emploi, qui sont des supports là où les gens sont, c'est-à-dire ça peut être des forums, ça peut être des réseaux sociaux, ça peut être des sites de e-commerce, voilà, et faire apparaître notre entreprise, notre offre d'emploi sur ces supports-là. Je pense que c'est des canaux qui sont pas assez exploités aujourd'hui et qui gagneraient vraiment à l'être sur des profils très spécifiques. Et puis, je parlais tout à l'heure des offres d'emploi. Moi, alors c'est difficile, je connais pas les personnes qui participent aujourd'hui, donc je sais pas où chacun en est dans son recrutement. Mais en vrai, moi, je suis arrivée chez Lacroix il y a 3 ans, il y avait pas grand-chose et on a beaucoup travaillé. Heu, les basiques, c'est quand même ultra important. C'est-à-dire que si vous n'avez pas un ATS qui tient la route et qui vous donne les infos dont vous avez besoin pour piloter, si vous n'avez pas un support de multiposting efficace où vous pouvez mettre vos annonces exactement là où vous en avez besoin, et si vous n'avez pas un site carrière qui va vous présenter aux candidats qui vous êtes, tout le reste, en fait, tout ce qui est un peu sexy, etc., c'est super chouette, mais ça fera arriver les candidats dans un endroit où finalement vous ne pourrez pas exploiter ce que vous avez comme matière et comme ressources avec leur profil. Donc vraiment, soigner l'essentiel, faire des belles offres d'emploi, avoir un chouette site et avoir un ATS que tout le monde a plaisir à utiliser dans l'entreprise. Euh, c'est grâce à ça qu'on pourra passer aux étapes suivantes, quoi. C'est peut-être le futur encore pour pas mal d'entreprises, je pense. Eh ben, merci beaucoup Marie-Charlotte, merci Chloé aussi Merci. pour vos insights sur le sujet. Merci aussi à tous nos participants d'avoir pris le temps de venir écouter ce webinaire aujourd'hui. J'espère que ça vous a apporté soit des nouvelles idées, soit un petit peu de valeur et que vous avez des choses que vous pouvez prendre avec vous là aujourd'hui. Pour finir la journée, n'hésitez pas naturellement aussi si vous avez des questions a posteriori à nous en faire part, que ce soit pour Chloé, pour Marie-Charlotte ou pour moi-même. Nous nous ferons un plaisir de vous répondre. Et bien sur ce, je vous souhaite à tous une excellente journée. Au revoir. Merci beaucoup. Au revoir.